Salut toi. Aujourd'hui, cette semaine c'est vraiment le thème souvenirs traumatiques et enfance très certainement. Donc ce que j'aimerais parler aujourd'hui c'est d'un terme psychanalytique qui s'appelle le retour du refoulé. Alors je suis pas très psychanalyste, je sais pas si ça se ressent dans mes vidéos. Euh, Moi je suis plutôt une tendance, j'ai plutôt une tendance TCC, euh, thérapie cognitive et comportementale. Euh, donc, les termes psychanalytiques, j'aime pas trop ça, mais je n'ai pas d'autres termes pour qualifier le retour d'un souvenir traumatique après des années à ne pas s'en être souvenu. Donc c'est ça, d'ailleurs, le retour du refoulé. Le retour du refoulé, en fait, c'est le fait de vraiment refouler un souvenir traumatique pendant très 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 longtemps, et puis un jour, on s'en souvient. Et en fait, je pense que ça peut s'expliquer très facilement. Déjà, pour comprendre ce que c'est qu'un retour du refoulé, il faut comprendre ce que c'est qu'un mécanisme de défense. Un mécanisme de défense, c'est un mécanisme qui... c'est le mécanisme qu'on utilise face à l'angoisse et au stress. Y a pas de bon mécanisme de défense ou de mauvais mécanisme de défense. Un mécanisme de défense, il est comme il est, c'est juste la chose qu'on utilise pour en face de l'angoisse ou du stress. Donc mon patron me fait une blague raciste, je peux, comme mécanisme de défense, utiliser l'humour et faire une blague pour me moquer de lui et l'appeler Jean-Marie, par exemple. Ou alors je peux utiliser la colère contre lui et lui dire que c'est inacceptable d'avoir ce genre de propos. Ou alors je peux utiliser la tristesse en disant j'ai beaucoup souffert du racisme dans mon enfance, est-ce que tu pourrais arrêter de parler de ça, ou ce genre de choses. Voilà. Et donc le refoulement, c'est un mécanisme de défense qui est très souvent utilisé lors des traumatismes. D'une part parce que lors d'une agression, d'un trauma, comment dire, y a plein de choses qui se passent dans le cerveau. Par exemple, simplement quand on met une gifle à un enfant, je dis simplement, c'est pas un geste anodin, mais voilà. Quand on met une gifle à un enfant, y a un cocktail d'hormones qui se libèrent dans son cerveau. Et c'est un cocktail qui détruit le centre des émotions qui s'appelle l'amygdale, qui n'a rien à voir avec les amygdales, voilà. Mais voilà, donc ça s'appelle l'amygdale, et donc l'amygdale se détruit peu à peu par ce cocktail d'hormones qui est... c'est un mélange d'hormones du stress et ce genre de choses. L'aire de Broca s'éteint, donc quand on gifle un enfant, il arrête de parler, il reste sidéré. Et c'est pour ça que les parents qui giflent leurs enfants disent ah bah c'est bien, ça lui remet les idées en place. Sauf que non, pas du tout, il est en train de détruire son cerveau. Et donc l'aire de Broca s'éteint, c'est l'aire du langage, donc il arrête de parler. Et il arrête de parler et il devient tout calme, et il a un comportement un petit peu robotique. Pourquoi ? Parce que pour que le cerveau arrête de se détruire lui-même avec ce mélange d'hormones, du stress, du cortisol, etc., il libère un autre mélange d'hormones qui est complètement semblable à la morphine pour anesthésier les émotions, plus avoir de stress, plus avoir quoi que ce soit, et du coup le cerveau est complètement anesthésié, et c'est à ce moment-là que se crée un symptôme qui s'appelle l'alexithymie, c'est-à-dire qu'on n'est plus capable d'exprimer des émotions avec des mots, et c'est l'un des plus gros symptômes du traumatisme. Donc pourquoi est-ce que je disais ça dans le retour du refoulé ? C'est parce que quand on a un trauma, généralement on a de l'alexithymie, et du coup on n'arrive pas à en parler pendant très 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 longtemps. Dans le cas des enfants, d'un souvenir traumatique qui est arrivé dans l'enfance, que j'ai remarqué, et c'est pas une étude scientifique, et c'est juste quelque chose de complètement empirique et très expérimental, ce que je suis en train de dire, donc vraiment il faut le prendre avec des pincettes, et je ne suis pas... voilà, je préfère le dire à l'avance. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans les souvenirs traumatiques qui arrivent dans l'enfance, la plupart du temps, l'enfant est trop jeune pour se rendre compte que c'est une expérience qui est traumatisante qu'il est en train de vivre. Du coup, pendant des années, l'enfant se construit avec ça, avec ce traumatisme, avec cette capacité
cette incapacité à exprimer ses émotions, cette sidération, parfois une dissociation qui dure pendant très 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 longtemps. Le sentiment de sidération, je pense que c'est quelque chose qui est assez compréhensible. Par contre, la dissociation, c'est le fait de se sentir dissocié de sa propre personne, complètement coupé, et on a l'impression qu'on voit les choses à travers un filtre, et qu'on n'est pas à l'intérieur de son corps, qu'on n'est pas du tout acteur de sa propre vie, qu'on est spectateur et que notre corps fait ce qu'il a envie de faire, tandis que nous, on essaye de gérer ça de notre côté. Donc, il y a des gens qui restent dans un état dissociatif pendant plus de 20 ans, ça m'est arrivé à moi personnellement d'ailleurs, je vivais moins mes émotions, je vivais moins les choses qui m'entouraient, j'avais une dysmorphophobie qui était énorme parce que j'arrivais pas à me reconnaître dans le miroir, ça allait très très loin, hein, très très loin. La dysmorphophobie, c'est le fait de voir certaines parties de son corps plus grosses, plus déformées, plus difformes qu'elles ne le sont. Et du coup, ça cause d'énormes problèmes. On a besoin de se cacher, on a besoin de cacher des choses dans notre corps et tout. Il y a des gens, c'est le nez, il y a des gens, c'est le ventre, il y a des gens, c'est les fesses. Voilà, il y a des gens, c'est les bras, il y a des gens, c'est les pieds. Enfin, ça peut arriver être... il y a des gens, c'est les dents, des gens qui ne peuvent pas sourire ou ce genre de choses. Et donc, ça m'a provoqué tout ça. Et voilà, quand une fois adultes, ces personnes tombent sur, par exemple, commence une thérapie, le thérapeute commence à pointer du doigt tout ce qui sort de la normalité, enfin du normatif, et tout ce qui entre dans le cadre de la maltraitance. Et à partir du moment où on a plein d'indices différents sur la maltraitance, on essaie de se questionner sur ce qui s'est passé dans notre enfance et d'où ça vient. Et c'est généralement à ce moment-là que le souvenir traumatique remonte, très souvent dans des rêves. Freud disait que c'était par des rêves, des actes manqués ou des lapsus. Bon, ça me choque moins que ça vienne d'un rêve, parce que finalement c'est comme, le sommeil, c'est là où le cerveau trie les informations qu'il a emmagasinées dans la journée. Donc cette période de tri permet aussi de retrouver certains souvenirs traumatiques. Donc il y a ça à prendre en compte. Et je pense que à partir du moment où on se questionne sur qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme, qu'est-ce qui est traumatisant et qu'est-ce qui ne l'est pas, pour nous, parce que pour chaque personne le trauma est différent, il y a des personnes pour qui c'est très traumatisant de voir juste un documentaire sur le 13 novembre. Pour eux, c'est très traumatisant et ils peuvent ressortir de là avec un état de stress post-traumatique. Donc c'est il faut vraiment prendre ces choses-là avec des pincettes. À partir du moment où ils se rendent compte de ce qui est traumatisant pour eux, ils se rendent compte que peut-être ce souvenir-là était un souvenir traumatisant et du coup, qu'ils s'en étaient pas souvenus pendant très 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 longtemps. Et c'est là qu'ils font ce qu'on appelle un retour du refoulé en termes psychanalytiques, et c'est là qu'on se rend compte de tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet pour l'instant. Si jamais tu as des questions là-dessus, pose-les en commentaire et j'y répondrai au mieux. Par exemple, si tu as besoin d'avoir d'autres informations et que je peux faire une vidéo là-dessus, mais franchement je le ferai avec plaisir. Et voilà, si tu sens que tu as vécu un événement traumatique dans ta vie et que tu as besoin de t'en sortir, je t'invite à cliquer sur le lien Calendly qui est en description et à accéder au calendrier pour que je puisse te contacter et qu'on s'appelle. L'appel est évidemment complètement gratuit et ça permet de voir si moi je peux apporter de la valeur à ce que tu es en train de vivre, et je peux travailler avec toi aussi parce que je peux pas aider tout le monde. Et toi, ça te permettrait de voir si tu peux me faire confiance, si je suis assez bienveillante, et si y a un match et que ça te plairait de travailler avec moi, tout simplement. Voilà. Je crois que c'est tout. C'est assez court, mais c'est pas la taille qui compte. Allez, bisous.